Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. État d'urgence en Tunisie après l'attentat de Sousse. Il est entré en vigueur ce 4 juillet sur l'ensemble du territoire et durera à 30 jours, une période susceptible d'être renouvelée. Session parlementaire extraordinaire pour examiner le projet de loi sur l'organisation des prochaines élections en République démocratique du Congo. Bien que contesté, le calendrier électoral ne devrait pas être modifié. Et puis la République du Cap-Vert célèbre ce dimanche son indépendance acquise en 1975. L'occasion de dresser un bilan des avancées du pays sur le plan politique, économique et social. Mais avant de développer ces titres, le Maroc fait face à la problématique de l'immigration clandestine. 2 Ivoiriens ont trouvé la mort depuis le début de la semaine en marge d'opérations d'évacuation forcée menées par la police à Tanger. Des centaines d'autres migrants d'origine subsaharienne sont toujours réfugiés dans un bois à l'extérieur de la ville, alors que d'autres ont cherché protection à l'église de Tanger. État d'urgence en Tunisie. Il a été décrété ce 4 juillet par le président Béji Caïd Essebsi en raison des dangers menaçant la stabilité du pays. Une décision qui intervient 8 jours après l'attentat meurtrier de Sousse. Emmanuel Miyimono. Après l'attaque contre un hôtel à Sousse le 26 juin qui a causé 38 morts, le président Béji Caïd Essebsi a décidé ce samedi de renforcer à titre temporaire les pouvoirs de l'armée et des forces de sécurité. Depuis l'attentat du 26 juin 2015, les services de sécurité ont été critiqués ainsi que le gouvernement, notamment le ministère de l'Intérieur accusé de laxisme. Cette décision était attendue parce qu'elle peut, si elle est bien appliquée, sans donc atteinte aux droits de l'homme et sans atteinte aux libertés fondamentales, apporter un plus pour la sécurité du pays, dans le sens où il y a donc une mobilisation beaucoup plus grande des forces de l'ordre, une permanence sécuritaire. L'état d'urgence accorde des pouvoirs d'exception à la police et à l'armée. Il avait été levé en Tunisie en mars 2014 après avoir été sans cesse renouvelé depuis janvier 2011. La Tunisie est confrontée à une percée djihadiste responsable de la mort de dizaines de policiers et de militaires. 59 touristes étrangers y ont péri, 21 au musée de Bardo en Tunis au mois de mars 2015 et 38 dans un hôtel en bord de mer à Port El Kantaoui le 26 juin dernier. Est-ce qu'il va être appliqué comme le prévoit le décret de 78 ou bien il va être juste une occasion pour peut-être une mobilisation beaucoup plus importante des forces de l'ordre et de l'armée? Donc voilà la première question. La deuxième est que pourquoi cette annonce un peu tardive? Parce que le Conseil national de sécurité s'est réuni dimanche. Presque tous les observateurs s'attendaient en décret d'état d'urgence. Le Premier ministre Habib Essid a reconnu que la police avait été trop lente lors de l'attentat de Port El Kantaoui, premier aveu officiel de défaillance sécuritaire. La Tunisie a été frappée par 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique en l'espace de 3 mois. En plus de l'émotion provoquée par ces violences, c'est un coup dur pour l'économie. Le secteur touristique représente 400 000 emplois directs et indirects et une source importante de devises pour la Tunisie, dont le dinar n'est pas convertible. À noter que les forces de l'ordre tunisiennes ont annoncé avoir arrêté ce 4 juillet 11 personnes soupçonnées de planifier des attentats terroristes. Dans l'actualité également, visite du président Ali Bongo Ondimba au Tchad. Le chef d'État gabonais est arrivé ce samedi à N'Djamena où il a été accueilli par son homologue, le président Idriss Déby Itno. Une visite pour témoigner sa solidarité à l'ensemble du peuple tchadien suite aux attaques perpétrées par la secte islamiste Boko Haram dans la capitale tchadienne. L'enjeu sécuritaire était donc au centre des discussions entre les 2 chefs d'État. En République démocratique du Congo, le Parlement se réunit en session extraordinaire depuis ce samedi. Au programme, l'examen du projet de loi sur l'organisation des prochaines élections et la répartition des sièges pour les scrutins locaux. Entre autres, le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Ouverture samedi 4 juillet des sessions extraordinaires à l'Assemblée nationale et au Sénat en République démocratique du Congo. Les travaux portent sur l'examen et l'adoption du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale. L'opposition, de son côté, s'interroge sur la constitution des listes électorales et dénonce les retards dans le processus. Nous sommes en train de chercher, toute l'opposition cherche à comprendre la manière dont les listes électoraux ont été constituées. Et nous ne savons pas combien d'électeurs il y a.
Donc il y a un tas de choses qui sont restées comme ça inachevées et dont on cherche des réponses. Et nous sommes nous avons écrit d'ailleurs au gouvernement en posant des questions très simples. Le gouvernement doit nous répondre la manière dont elle va procéder pour organiser ces élections. Il y a combien de bureaux de vote? Il y a combien d'électeurs qui sont en âge de voter ou qui sont en âge de voter qui n'ont pas eu leur carte d'électeur? Qu'est-ce qu'ils en feront? Donc nous avons énormément de questions sans réponse. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a lancé à travers le pays les concertations nationales, des assises qui, bien qu'elles soient boycottées par certains membres de l'opposition, devraient permettre de poser les conditions de la tenue d'élections transparentes. C'est encore la volonté du chef de l'État. Alors il a prouvé encore à la face du monde qu'il a convoqué des consultations. C'est à travers ces consultations qu'il a demandé à ce qu'il y ait une convocation d'une assemblée extraordinaire du Sénat et de l'Assemblée nationale pour qu'ensemble, qu'ils puissent traiter des problèmes et la majorité et l'opposition se posent, soit sur le budget électoral, soit sur le calendrier ou même les jeunes qui sont devenus majeurs depuis 2006. Et enfin, ça va nous permettre que le pays puisse aller aux élections paisibles en paix. La clôture de ces sessions extraordinaires est prévue le 2 août 2015. Célébration ce dimanche 5 juillet des 40 ans d'indépendance sur l'archipel lusophone du Cap-Vert, à l'occasion de revenir sur les acquis démocratiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest, souvent cité pour sa bonne gouvernance. Iparatinjai. 5 juillet 1975, 5 juillet 2015, le Cap-Vert célèbre ce dimanche les 40 ans de son indépendance. L'archipel est souvent cité pour sa bonne gouvernance. Après l'indépendance en 1975, le PAI-CV dirigea seul le pays sous un système communiste jusqu'en 1990, lorsque le mouvement pour la démocratie, le MPD, prit le relais, instaurant ainsi le multipartisme dans l'archipel. Une démocratie reconnue aujourd'hui par la communauté internationale. On a fait des progrès. Je crois qu'il y a d'autres gens qui ont fait des progrès. Nous-mêmes, nous les avons faits. On pourrait dire que les principes démocratiques sont ancrés dans la pensée politique des Cap-Verdiens, qu'ils ont intériorisé ces principes. Il les applique. Si c'est bien ou mal, mais il les applique. Donc, c'est la société capverdienne qui a compris ça et a acquis ces comportements qu'on pourrait appeler démocratiques. Depuis janvier 2008, le Cap-Vert, en raison de son niveau intermédiaire du produit intérieur brut, a quitté la catégorie des pays les moins avancés pour entrer dans celle des pays à revenus intermédiaires. C'est un moment très important pour notre pays. Vous savez, quand on célèbre 40 ans d'existence, ça veut dire qu'on a grandi. Le Cap-Vert est un pays de référence dans la sous-région africaine et dans le monde par sa démocratie. Aujourd'hui, c'est un moment de fête, de réconciliation nationale. Tous les Cap-Verdiens sont très heureux et très fiers du pays que nous avons pu construire pendant ces dernières 40 années. Et on a encore de nombreux défis devant nous, notamment le défi de la consolidation de la démocratie, des institutions, mais le Cap-Vert est sur la bonne voie. En tant que parti d'opposition, le MPD contribue à ce que le Cap-Vert soit de plus en plus indépendant et surtout un pays démocratique et qui respecte les droits humains et qui travaille pour le développement de son peuple et pour la consolidation des institutions et de la démocratie. La principale fragilité économique du Cap-Vert est sa dépendance envers l'extérieur, une dépendance due à la rareté des ressources naturelles de l'archipel ainsi qu'à son isolement géographique. L'économie capverdienne s'appuie sur un secteur tertiaire relativement lucratif, mais qui emploie peu. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.